Bonjour à tous. Donc, nous vous proposons une conférence ce soir. Nous, c'est le MCC, donc le Mouvement chrétien des cadres et dirigeants, qui organise son congrès l'année prochaine qui s'appelle Passeurs d'avenir au cœur des transitions. Cette conférence est organisée en partenariat avec la Croix et elle va traiter de la transition écologique qui est en lien avec notre alimentation, la façon de nous nourrir, la façon de produire notre alimentation, en quoi elle est liée à la transition écologique que nous sommes en train d'opérer. Pour cette conférence, nous accueillons avec grand plaisir Maxime de Rostelan, qui est entrepreneur, qui a créé beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises. Il a créé Bluebees il y a déjà quelques années, qui est une plateforme de financement participatif. Ensuite, Ferme d'Avenir, dont il nous parlera sans doute. Plus récemment, La Bascule, qui est une plateforme de lobby citoyen. Et il vient d'écrire un dernier ouvrage qui est paru en octobre et dont il nous parlera peut-être également à la fin. Je passe la parole tout de suite à Marine Lamoureux, journaliste à la Croix, que je laisse se présenter et qui va vous présenter également le déroulé de cette heure que nous allons passer ensemble de 20h à 21h. Maxime, un très grand merci de nous consacrer une heure de ton temps pour aborder ces questions ô combien importantes pour nos vies. Plaisir. Merci beaucoup Jérôme. Moi, me présenter, ça va être rapide. Donc, je travaille à la Croix depuis une quinzaine d'années et je suis depuis 4 ans, depuis la COP de Marrakech, les questions climatiques et de biodiversité. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des agriculteurs de fermes d'avenir. Donc voilà, pour ce qui me concerne, je pense que ça suffit. Je voulais qu'on rentre assez rapidement dans le vif du sujet et bien comprendre les enjeux. Mais je crois que ce sera important, Maxime, que vous présentiez Ferme d'avenir et que voilà, ce soit bien concret pour tout le monde. Juste un tout petit mot sur le déroulé, donc comme disait Jérôme. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait une discussion donc, avec Maxime en 40 minutes à peu près, autour de 3 grands thèmes. Le premier, ce sera comment essayer de comprendre ces enjeux et pourquoi l'alimentation est absolument clé quand on parle d'impact climatique et puis d'impact sur les écosystèmes, puisque c'est évidemment une problématique centrale également, et sur notre santé. La deuxième chose, c'est dans un tableau souvent sombre, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez entendu les nouvelles qui sont tombées de l'Organisation météorologique mondiale, mais elles sont vraiment très dures. Est-ce que vous pourrez nous donner, Maxime, des raisons d'espérer et regarder un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années et quels sont les éléments qui peuvent nous donner du baume au cœur. Et puis, dans une troisième partie, bien sûr, essayer de voir comment chacun de nous peut agir à la fois au niveau individuel, dans un mouvement collectif citoyen, et puis dans nos lieux de travail, dans nos entreprises, dans ces différents pans de notre vie. Alors voilà, on va essayer de tenir le temps en 40 minutes pour parler de tout ça, pour pouvoir ensuite avoir une vingtaine de minutes pour que chacun puisse, ce sera peut-être pas chacun, mais en tout cas que vous puissiez poser des questions. Un tout petit mot sur le fait que les questions doivent être posées par écrit. Donc je pense que vous avez l'habitude de Zoom. C'est la conversation qui est en bas de l'écran avec la petite bulle. Donc n'hésitez pas pendant ces 40 minutes à envoyer vos questions et ensuite Jérôme pourra les relayer pour que Maxime y réponde. Alors, peut-être avant de rentrer dans les grands enjeux, pour qu'on parte tous sur la même base, sur l'impact de notre alimentation, de la manière dont on se nourrit, dont cette nourriture est produite sur le climat et sur notre environnement. Peut-être quand même un petit mot, Maxime, sur Ferme d'avenir, qui est une organisation, je le disais, que j'ai pu voir en tout cas chez un de vos membres au Pays Basque et que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche et où on en est aujourd'hui Ferme d'avenir? Merci beaucoup, Marine. Le membre en question, c'est Félix Noblia? Oui, exactement. Qui est devenu travaille d'arrache-pied pour ne se passer du glyphosate. Qui est devenu président de Ferme d'Avenir, du coup, il y a 1 an. C'est un gars super. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de votre accueil. Alors, Ferme d'Avenir, c'est une association que j'ai créée en 2013 et dont l'objectif initial était d'évaluer par l'expérience de terrain, par l'expérimentation de terrain, d'évaluer la viabilité écologique, économique, technique de l'agroécologie, de la permaculture, et de le faire dans un contexte un peu particulier, puisque l'idée, c'était que c'était un néo-paysan, donc
un citadin qui s'installait, et le citadin en question, c'était moi, donc je me suis formé en maraîchage bio en 2011, 2012, 2013, enfin sur 1 an et demi, et on a monté cette ferme qui nous a permis de découvrir pas mal de choses, qu'il y avait des grosses contraintes économiques sur ce type de paysans, qu'il y avait une forme de distorsion de concurrence entre le modèle agro-industriel chimique qui est très soutenu, très subventionné, très encouragé, en comparaison du modèle d'agroécologie qui prend à sa charge tous les surcoûts que ça demande de travailler bien. Ça, c'est important de comprendre que quand on travaille bien, ça demande plus de temps, plus de soins. Et donc, du coup, il y a des charges fixes qui sont plus importantes. Et elles sont prises totalement par l'agriculteur. Bref, tout ça pour dire que cette première ferme en Touraine, d'1,5 hectare, m'a permis vraiment de comprendre les limites du sujet et les enjeux à relever. Et donc, très rapidement, avec Ferme d'Avenir, on a décidé d'aller plus loin et d'inventer un nouveau métier qui était le métier de payiculteur. C'est un ingénieur de projet alimentaire territorial qui, sur un territoire donné, va pouvoir saisir des opportunités, créer des synergies entre les différents projets, etc. Ça, c'est la première chose qu'on a fait, c'est essayer de faire évoluer un petit peu le métier, en tout cas, qu'on pouvait proposer aux néo-ruraux. Deuxième chose, très vite, on a fait de la formation. C'est assez classique dans la permaculture, dans l'agroécologie, mais on avait une telle demande que c'était important de le faire. Donc, on a dédié une équipe spéciale là-dessus. Ça ne venait pas se télescoper avec le travail des maraîchers. Et ensuite, je me suis dit, il faut braquer les projecteurs sur ce type d'agriculture, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on connaît de l'agriculture, c'est plutôt les agriculteurs qui mettent du fumier devant les préfectures ou pour se plaindre ou qui bloquent les autoroutes. Donc, ça donne une image un petit peu, je ne sais pas forcément très sympathique toujours de l'agriculteur, alors qu'il y a plein de paysans qui sont super et qu'on ne voit pas. Donc là, on a créé le concours Ferme d'Avenir pour vraiment braquer les projecteurs sur ces paysans d'avenir. Et ensuite, on a compris que le vrai levier, il n'était pas du côté des citoyens, du côté des porteurs de projets, du côté même parfois du côté de la distribution, parce qu'elle a souvent peu de marge de manœuvre, c'est sans jeu de mots. Et donc, on a compris que c'était vraiment politique. Et c'est là que j'ai décidé de lancer tout un travail de lobbying qui a duré plusieurs années et qui a commencé par la rédaction d'un plaidoyer pour évaluer, justement, ça va pouvoir faire le lien avec la deuxième question, qui permet d'évaluer les externalités des agricultures et de comprendre combien ça coûte à la société ce choix d'agriculture industrielle plutôt que de l'agroécologie, combien ça coûte en termes de santé, en termes de dépollution de l'eau, en termes d'adaptation au dérèglement climatique, etc. Et donc, du coup, on a rédigé ce plaidoyer que vous pouvez trouver en ligne, qui est accessible, qui fait 150 pages en gros. On a fait une version de 12 pages, si vous voulez, une version de 4 pages, si vous n'avez vraiment pas le temps. Vous faites plaidoyer Ferme d'Avenir et ça évalue les externalités des agricultures et ça fait une proposition du coup de changement de modèle, de transition. Et on a décliné cette proposition en 13 mesures qu'on a remises lors de la dernière campagne présidentielle aux différents candidats. Et Emmanuel Macron est venu sur ma ferme à ce moment-là. Donc, pendant qu'il était en campagne, on lui a remis ces propositions à intégrer dans son programme, en gros, en tant que candidat à la présidentielle. Il a dit qu'il ferait sienne 3 des propositions. Il n'avait pas inventé encore le concept de joker, comme il le fait à la Convention citoyenne pour le climat, mais globalement, il répétait déjà un petit peu la partie, puisqu'il a évidemment rien pris en compte de ce qu'on lui a proposé. On a ensuite porté ces propositions avec des députés. Moi, Nicolas Hulot m'a un peu envoyé au front pendant les États généraux de l'alimentation, et on a converti ça en vraiment amendements, en propositions d'amendements qui ont été débattus. Il y en a 4 qui ont été débattus, une qui a été votée sur le paiement pour services écosystémiques, j'y reviendrai si vous voulez. Et comme elle a été censurée par le Conseil constitutionnel dans la foulée, en fait, j'étais très heureux parce que je dis on a réussi à montrer qu'il y a des leviers économiques pour changer les choses. Si on intègre le paiement, la rémunération pour les services rendus par les paysans, eh ben, ça peut les aider à se convertir. On a convaincu des parlementaires, enfin, on a fait tout le boulot. Ça s'est traduit dans la loi. Et là, il y a un cheval de Troie de l'exécutif au sein du dispositif législatif qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui est constitué de 9 personnes qui ne sont pas élues, qu'on appelle quand même des sages, et qui ont décidé de censurer 23 articles de cette loi, dont celle qui
ouvrait la porte. On n'était pas en train de faire la révolution. On était en train de demander un rapport au gouvernement sur ce que ça pouvait être la rémunération. Alors, je pense que pour qu'on comprenne bien à quel point la notion de paiement de services écosystémiques, elle est clé. Alors, je reviens un petit peu en arrière et à ce que je vous disais au départ. Est-ce que, en une synthèse, c'est un exercice assez difficile, mais je suis sûre que vous allez nous faire ça super bien. Est-ce que vous pouvez, pour que tout le monde parte du même point, rappeler pourquoi les conditions de production de la nourriture aujourd'hui et nos choix alimentaires conduisent à un impact direct sur le changement climatique et sur les écosystèmes? Ok. Je vais faire d'abord sur changement climatique. On va parler que carbone et après on parlera des autres externalités. Que carbone, en 1940, avec 1 calorie fossile, avec 1 calorie d'énergie fossile, un peu de charbon, un peu de pétrole, on produisait 2,4 calories alimentaires. On convertissait, on était donc dans un cycle très positif, on utilisait un peu de pétrole et ça permettait d'avoir 2,5 fois plus d'énergie en alimentation. Évidemment, c'est l'énergie du soleil qui arrivait et qui permettait de convertir ça. Aujourd'hui, donc c'était 1 pour 2,4. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Je le refais, on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. C'est un peu une insulte à l'intelligence humaine pour une société qui se dit développée, qui pense avoir progressé, que d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents. Mais ça tient évidemment parce que le pétrole ne vaut rien et on sait très bien comment ça fonctionne. Le pétrole, un baril à $30, ça, des personnes qui ont incité à trouver d'autres solutions. La question que je pose à tous les ministres de l'Agriculture depuis que je suis engagé, c'est que devient la ferme France le jour où le baril passe à $200 ? Ils sont infoutus de répondre. Ils sont infoutus de prouver que de m'assurer que le baril passera jamais à $200, ça c'est clair. Mais même, ils disent, si jamais le baril passe à $200, on est sur la paille, on ne sait plus produire. Et alors, pourquoi ce chiffre? Comment ça se fait qu'on a divisé par 25? Basiquement, quatre explications. La première, c'est les méthodes de production qui aujourd'hui sont avec force phyto, force tracteur. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Il faut comprendre que le gros de l'empreinte carbone de la ferme, ce n'est pas ce qu'on met dans le réservoir du tracteur, c'est ce qu'on met dans l'épandeur du tracteur. C'est bien les engrais qui sont responsables des 3/4 de cette empreinte carbone. Donc, quand on est sur une ferme qui n'a pas d'engrais minéraux ou de synthèse, on est sur des fermes qui directement s'épargnent 75% de l'empreinte carbone. Donc déjà, c'est bien ça, c'est les méthodes de production avec les phytos et la grosse la mécanisation très forte. Deuxième, c'est le côté mondialisé de l'alimentation qui fait que vous avez des choses qui arrivent dans votre assiette et après avoir parcouru parfois 2000, 5000 km. C'est absurde. Et le corollaire de ça, c'est qu'il faut les emballer, il faut les conditionner. Et ça, c'est des emballages, c'est du plastique, c'est également du pétrole. Quatrième raison, c'est le régime alimentaire qui aujourd'hui est très carné. On mange 80 kg de viande par an par habitant. Et il n'y a rien de plus polluant que la viande, on le sait. En tout cas, il faut, à calories équivalentes, il faut 10 fois plus de surface et ça émet, alors je ne me souviens plus du chiffre exact, mais beaucoup plus que les protéines végétales. Je ne veux pas vous dire de conneries, mais ça se trouve facilement. Mais en gros, la viande est un gros sujet. Et je vous ai donné donc 4 explications. Je vous en donne une 5e en bonus. C'est que comme on a tiré le prix de l'alimentation vers le bas depuis les années 60, dans les années 60, le budget consacré à l'alimentation par les ménages, ça représentait 30% de leur budget mensuel. Aujourd'hui, c'est entre 12 et 13%. Donc, on a divisé par 3 la part des richesses qu'on alloue à l'alimentation. Donc, le coût de l'alimentation a baissé, ce qui fait que ça ne vaut plus rien et que ça ne choque personne que 30% de ce qui est produit est jeté sans être consommé. Et ça vient gréver le bilan carbone. Donc, ça, c'était vraiment… Oui, peut-être j'allais dire un tout petit point nord-sud pour qu'on comprenne bien la responsabilité du consommateur occidental aujourd'hui et aussi les perspectives, puisque le régime alimentaire s'uniformise et évidemment, il y a un rattrapage aussi des pays du Sud dont le niveau de vie augmente avec des demandes, une pression sur la viande dont nous, on bénéficie depuis bien des décennies. Peut-être là aussi, pour qu'on ait quelques repères, qu'est-ce qu'on peut dire du rapport nord-sud à l'alimentation si on reste dans l'aspect très macro pour l'instant? Déjà, tout comme pour l'énergie ou l'empreinte carbone,
on délocalise. C'est-à-dire que les trucs sales qu'on ne veut pas faire chez nous ou qu'on ne peut plus faire chez nous, on les fait faire ailleurs. Et ça se traduit par la déforestation même plus galopante, parce qu'en fait, la déforestation, on est sur la fin, en fait. On a défoncé 99% des forêts en Indonésie, 90% à Madagascar, 50% au Brésil. Il y a un peu de marge, mais voilà. Et là, qu'on comprenne bien, par rapport notamment, pour répondre à une demande du Nord, d'un certain type d'alimentation, puisqu'on a besoin de terre pour l'élevage, on a peut-être que pour l'huile de palme, c'est ça qu'il faut expliquer. Il y a l'huile de palme, effectivement, en Asie. Il y a le coton, qui est d'un autre registre, mais qui a également, notamment, c'est à cause du coton qu'on a asséché la mer d'Aral. Ce qui se passe en Afrique en ce moment, pareil, pour aller faire de l'huile de palme, de la canne à sucre. Et évidemment, l'exemple le plus parlant et le plus connu, qui revient sans cesse, c'est le soja au Brésil, avec les tourteaux de soja, et on nourrit les animaux avec ces tourteaux. Donc clairement, c'est de notre responsabilité aujourd'hui en tant que consommateur, mais j'ai toujours coutume de dire que ça, c'est des petits gestes, des petits pas de colibri. La vraie responsabilité, elle est dans les accords de libre-échange, elle est dans la construction politique du modèle alimentaire global résilient, quoi. Et donc, du coup, on a une responsabilité évidente. Il ne faut jamais oublier que 2% des agriculteurs dans le monde ont un tracteur. 98% des agriculteurs n'ont pas de tracteur. C'est des petits paysans qui travaillaient en tout cas sur une agriculture vivrière. C'est eux qui nourrissent réellement les populations. Mais les tracteurs qu'on connaît, c'est pour nourrir du bétail, c'est pour nourrir les réservoirs des bagnoles avec les agrocarburants, c'est pour faire de la méthanisation maintenant. Enfin, il y a pas mal de sujets. Et donc, du coup, nous, on est dans une agriculture très moderne, mais on délocalise à l'étranger nos besoins, la production pour nos besoins, quoi. On exporte, nous, beaucoup, on importe beaucoup. Et globalement, voilà, pardon. Non, j'allais dire justement, puisque vous abordez à la fois le tiraillement entre ce qui est de notre responsabilité et ce qui est de la responsabilité politique. Si on devait essayer de voir un peu les raisons, là on voit les raisons de s'inquiéter, les raisons d'espérer, notamment au point de vue politique. On parlait de la loi Egalim, avec les déceptions, donc cette loi qui a été adoptée en France, avec les déceptions que vous souleviez. Est-ce qu'il y a, en tout cas, là encore en restant à niveau macro, puis après on resserrera sur la France et sur ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des évolutions qui vous paraissent importantes à signaler, positives, de prise en compte d'une certaine manière de ces dérives, et est-ce qu'on commence au moins dans certains secteurs à inverser la tendance ou au moins à essayer de s'améliorer? Désolé, je ne vais pas réussir à être hyper optimiste. Avant de répondre sur les dispositions politiques qui sont prises actuellement et depuis quelques années, je vais finir le tour d'horizon des impacts de l'agriculture chimique, parce que je vous ai parlé du carbone, mais l'eau est un gros sujet. En France, le PIB de l'agriculture, c'est 60 milliards par an. Le coût de la dépollution de l'eau directement imputable à l'agriculture chimique, si on dépolluait les nappes, ce qu'on ne fait pas parce que c'est trop compliqué, ce serait 60 milliards par an. En gros, on produit pour 60 milliards, on pollue pour 60 milliards. Donc, si jamais on voulait intégrer ne serait-ce que le coût de la dépollution de l'eau dans l'alimentation, il faudrait déjà doubler le prix de la nourriture industrielle. Donc ça, c'est sur la qualité de l'eau. Ensuite, sur les problèmes de santé, les perturbateurs endocriniens, on sait ce que ça représente, on sait que ça fait des cancers, on sait que ça provoque des cas d'autisme. Il y a un tsunami de l'autisme qui est en train d'arriver. Il est incontrôlé, incontrôlable, c'est diffus. On ne peut pas évidemment dire « mais oui, c'est tel produit toxique ». Ben non, en fait, on baigne maintenant dans un cocktail d'ondes et de produits toxiques. Je ne veux pas aller sur des théories de complot, ce n'est pas du tout le sujet. Mais clairement, il y a des choses qui sont en train de se passer. Moi, j'ai un petit enfant, mon fils est handicapé, on ne sait pas pourquoi. Il y a des enfants comme Léon, il y en avait 1 sur 3000 dans les années 60. Donc, on en ratait peut-être 2 sur 3, mais on était de l'ordre de 1 sur 1000. Aujourd'hui, il y en a 1 sur 68 aux États-Unis. Donc, c'est quand même assez effrayant, quoi. Donc, problème sur l'eau, sur la santé, problème sur la biodiversité. On a perdu 80% des insectes en France en 30 ans. 30% des oiseaux de plaine en 20 ans, on a perdu 60% des animaux sauvages. Donc,
le tableau est quand même assez sombre et il faut, pour répondre à ce tableau sombre, des mesures audacieuses, fortes, engagées. Enfin, et tant qu'on n'a pas un début de semblant de ça, on n'arrivera pas à être satisfait. Et là, il suffit de regarder le Grenelle de l'environnement 2008, qu'est-ce qu'il dit? On va diviser par 2 les pesticides de synthèse d'ici 2015. Bien, belle intention, super, on était tous contents. Enfin, ceux qui y croyaient, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2015? Au lieu du divisé par 2, on s'est pris 20% d'augmentation. Donc, alors qu'on voulait diviser par 2, on n'arrive même pas à contenir le truc. Regardez le retour sur les perturbateurs, sur les Les néonicotinoïdes. néonicotinoïdes. Regardez sur le glyphosate, regardez. Peut-être rappeler donc sur les néonicotinoïdes parce que c'est un peu emblématique peut-être de cette difficulté. Donc une interdiction obtenue de haute lutte dans la loi de 2016 avec une période de transition et puis une difficulté majeure sans doute des betteraviers sur le puceron vert et finalement un retour en arrière avec des dérogations. Donc même une obtention sur une famille de pesticides de l'interdiction, on revient en arrière. Ouais, au même titre que le glyphosate, de l'intention de l'interdiction, on arrive à revenir en arrière et à rien faire du tout, parce qu'on ne fait rien du tout. Et sur les non-nicotinoïdes, c'est un bon exemple. Et pourquoi ce problème? Mais parce que monoculture, parce que pas d'arbres, parce que agriculture qui n'a aucun sens en fait. On fait ça pourquoi? Pour faire du sucre, pour béguin sec, on va vendre à l'autre bout du monde, ça n'a aucun sens. Il faut trouver des systèmes qui soient résilients au plus local. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on a porté pendant les États généraux de l'alimentation. On disait il faudrait que la ferme France qu'une ferme de base en France soit polyculture élevage, au plus petit échelon qui soit. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le fumier et les déjections des animaux vont permettre d'amender, les déchets des végétaux vont pouvoir nourrir les animaux. On est en cercle fermé on arrive à faire des... Mais pourquoi les conditions de la transition, typiquement sur les néonicotinoïdes qui avaient été prévues par la loi, puisque la loi avait dit on vous laisse le temps de faire une transition pour précisément ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle on s'est retrouvé en 2020. Qu'est-ce qui fait que cette transition n'a pas pu s'enclencher? Et qu'est-ce qui fait qu'on reste sur une agriculture très conventionnelle? Parce que, encore une fois, on fait porter le risque aux agriculteurs. En gros, c'est encore aux agriculteurs de porter le risque de dire « Ok, ils veulent plus de ça, ils veulent plus que je fasse des betteraves, je vais devoir inventer un nouveau truc, faire des carottes, planter des arbres, mais qui m'aide pour le faire? Est-ce que c'est moi qui porte le risque? Si je porte le risque, ben non, je ne vais pas le faire. » Et donc, du coup, il n'y a aucun politique en face en tout cas à échelle macro, à échelle globale, qui le font. On voit même les aides à la conversion bio, elles sont retirées. Déjà, elles ne sont jamais payées à temps. Enfin, c'est incroyable. Les céréaliers de la Beauce sont payés rubis sur l'ongle le 31 décembre. Les bio, ils attendent parfois 2 ans avant de toucher leurs aides à la conversion, ce qui, dans la Trésor, peut les mettre par terre, quoi. Donc, il faut une volonté politique. On arrive à avoir sur d'autres secteurs, dans l'aéronautique, dans la grande distribution, des entreprises qui disent on a besoin d'être aidés, on les aide, elles licencient quand même. Et voilà, on arrive à donner cet argent-là pour eux. Et par contre, pour les paysans, on n'arrive pas à débloquer les fonds. Est-ce que la réforme de la PAC qui est en jeu, est-ce qu'elle pourrait être un vecteur de changement? Ou est-ce que de la même façon, on risque de repartir sur nos vieilles lunes? Aux yeux de beaucoup d'observateurs, elle est pire que la précédente. Donc, ça va être dur les raisons d'espérer là. Non, mais oui. Enfin, je suis désolé, mais il y a un moment, il faut arrêter de se mentir. Ça va mal. On accélère dans le mur. Les politiques font n'importe quoi. Ils nous emmènent en plus sur des sujets qui ne sont pas des sujets importants au regard des enjeux réellement, des enjeux moyen terme. Et globalement, il y a un vrai problème, oui. Et non, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste aujourd'hui. Il y en a néanmoins. Alors on vous écoute. Non, mais je vais vous en donner. Il y en a. C'est que tout ce modèle vertueux où on serait en circuit fermé, où on a une gestion holistique de l'agrosystème, il y en a qui existent. Et il y en a qui sont en train de faire leurs preuves. C'est difficile, comme je le disais, dans le contexte, dans la conjoncture économique actuelle, de s'en sortir.
parce que c'est un système économique qui n'a pas été conçu pour ça, qui n'a pas été conçu pour l'économie du vivant, pour la régénération, pour prendre soin de l'humain. C'est une économie qui est là pour maximiser le profit. Mais ça paraît bateau, mais il faut le rappeler. L'objectif du modèle économique, c'est ça. Donc, on a quand même des personnes. Alors là, pour ceux qui habitent ou qui passent par Chambord, allez voir la ferme de Chambord qui a été lancée il y a 1 an tout juste. C'est un mec formidable qui a une 40aine d'années, qui a été formé chez les meilleurs au monde. Il a été formé au Bec et Loin d'abord, puis chez Jean-Martin et Elliott Coleman outre-Atlantique. C'est incroyable ce qu'il fait. Il est en train, voilà, Baptiste Saulnier de la ferme de Chambord. Il y a la ferme du Perche qui est lancée sur le même système sur 4 hectares. Pour l'instant, il n'y a qu'1,5 hectare en production, mais ils arrivent à avoir des résultats économiques qui commencent à faire pâlir un petit peu leurs voisins. Et ça, on avait du mal à le faire avant pour une raison un petit peu culturelle, j'ai envie de dire, donc je le dis, une raison que les gens qui aujourd'hui s'installent, 50% des gens qui s'installent en tant que paysans sont des néo-ruraux, des gens qui n'ont pas d'héritage paysan et qui font ça par quête de sens. Et en fait, ça va de pair avec une qualité de vie qu'ils retrouvent par rapport à leur boulot d'avance. Et donc, il y a tout un rythme et un environnement dans lequel ça se fait, qui n'est pas un environnement genre je suis un gros entrepreneur et je vais sortir cracher du légume. Ce que Jean-Martin Fortier a fait, lui, au Québec, et qu'il vient nous raconter totalement décomplexé, hein, en disant « moi, je veux gagner plein de sous, je peux faire 10 000 balles par mois pour mon salaire, et pour ça, il faut que j'envoie des épinards, etc. » Et en fait, vous avez besoin de cette preuve. Vous avez besoin de cette preuve par l'économie, en fait. Ça fait partie quand même des leviers, en tout cas, que vous essayez de promouvoir. En fait, en désespoir de cause, en pis-aller, on est content de découvrir qu'il y a quand même des gens qui s'en sortent et qui arrivent à sortir 2 500 balles de salaire en bossant d'arrache-pied, en bossant 60 heures, 70 heures semaine, mais ils arrivent quand même à sortir 2 500 balles par mois. Je dis semaine, par mois. Et ils arrivent à faire ça. Il y en a quelques-uns. Mais en fait, le modèle économique est malade et moi, ça a été toute la suite logique du plaidoyer et des états généraux. Ça a été de dire, en fait, nos institutions, d'une part, on le voit avec le Conseil constitutionnel, ne sont pas équipées mentalement pour faire préserver l'intérêt général. La preuve, ils censurent des amendements que des parlementaires ont votés et c'est des amendements en faveur de l'intérêt général. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on dit l'économie va mal parce qu'on compte mal. On compte mal pourquoi? Parce qu'en fait, un bateau, un supertanker qui s'écrase sur nos côtes, donc une marée noire, ça fait du PIB. Ça fait de la croissance parce qu'en fait, il faut nettoyer les plages, il faut démanteler le bateau, il faut reconstruire un bateau, il faut le faire revenir. Il y a des assurances, ça fait du PIB, ça fait de la croissance. C'est donc bon pour l'économie. Une marée noire, c'est bon. C'est fou. C'est fou. Et donc, du coup, on dit, on a les mauvaises lunettes et il faut changer, il faut rajouter 2 prismes dans notre boussole. Il faut rajouter le capital naturel et le capital humain en plus du capital financier, donc faire une comptabilité intégrale qu'on appelle, nous, en triple capital. Et c'est à cette aune-là qu'on pourra évaluer les activités humaines de manière suffisamment large pour vraiment voir les impacts que ça a. Et être juste sur le vrai coût de ce qu'on produit, en fait. Puisqu'aujourd'hui, il est totalement biaisé. Regardez, par exemple, on va prendre un exemple. On prend deux types de yaourts, des yaourts bio, locaux, recyclés, trucs en verre, consignés, etc. Et des autres en plastoc, industriel, avec du lait qui vient en poudre. Bref, il y en a un qui va coûter, on prend l'industriel, il va coûter, je dis n'importe quoi, 30 centimes, 25 centimes le pot. Mais si on intègre les coûts que ça a pour l'érosion de la biodiversité, plus 4 centimes, le dérèglement climatique, les gaz à effet de serre émis, plus 12 centimes, les emplois que ça a détruits, parce qu'en fait, ils ont mis des grosses usines et c'est des robots et c'est plus des hommes, donc ça a détruit des emplois, donc ça crée des chômeurs. Donc on rajoute plus 8 centimes, parce qu'il faut bien à un moment les prendre en charge, ces chômeurs, c'est le RSA. On rajoute les problèmes de santé. Et donc, finalement, ce pot de yaourt qui était à 25 centimes, en réalité, il coûte à la société 48 centimes. N'importe quoi. Je vous dis après. Là, vous ne prenez même pas en compte les effets sur la santé de ce qui va rendre les gens malades et qui sera des coûts de santé. Ouais, mais en fait, il
il faut les mettre dedans. Voilà, on intègre toutes les externalités. Et à contrario, un yaourt bio local, etc., qui est, eh ben, on regarde ce qui va économiser. Il coûte peut-être 50 centimes, donc 2 fois plus cher, mais il va être, c'est pas 2 fois plus cher, hein, c'est 30% de plus, mais et on va dégréver de ce prix les bénéfices que ça apporte sur la santé, en économie de dépenses de santé, en économie en dépenses de traitement de l'eau, etc. Et donc, du coup, c'est ça qu'on essaye de promouvoir. Alors, pour la petite histoire, moi, je fais partie du comité de transition alimentaire de Carrefour, donc le groupe Carrefour, et donc on accompagne Alexandre Bompard dans ses réflexions. Donc, plusieurs fois par an, on se rencontre. C'est tout à fait bénévole, hein, je n'ai pas de contrat avec eux. D'ailleurs, ils ne nous paieraient pas parce que comme on les bouscule, et c'est bien notre rôle, on est 7 à les bousculer. Il y a Lucie Bache de Too Go aussi, il y a Emmanuel Faber qui fait partie aussi du comité. Et donc, on est là pour challenger. Et moi, je pousse cette idée de comptabilité en triple capital et d'indiquer la vraie valeur des choses finalement. Et donc, ils ont accepté, ils ont mis une note doctorale. Donc, il y a 2 doctorants qui font une thèse et qui, sur certains étals de Carrefour et certains produits Danone, a priori, vont faire ce travail de décomposition que je viens de vous faire au doigt mouillé. Ils vont le faire plus sérieusement. Ils ont 3 ans pour le faire et aboutir à quelque chose qu'on indiquera, j'espère, aux consommateurs. Est-ce que justement le consommateur, lui, il a un pouvoir de masse, hein, s'il fait le bon choix dans ce qu'il consomme? On répète souvent que le marché du bio a largement augmenté quand même ces dernières années. Il y a aussi une attention au local, aux AMAP, bon, même si ça reste quand même, c'est pas mainstream. Est-ce qu'une attention au bien-être animal aussi qui monte? Est-ce que par nos choix de consommation, est-ce que ça peut être un vrai levier? Ou est-ce qu'on n'en est pas là? J'aurais adoré dire oui. Et il faut que chacun se sente comme participant à l'effort collectif pour la société, mais pour son bien aussi. Hein, parce qu'en mangeant bio, on mange des trucs meilleurs, on cuisine plus, c'est bien pour sa santé. Mais chacun doit prendre part. Juste un chiffre qui permet de relativiser l'impact de cet effort collectif. La demande en bio local augmente en France de 20% par an. Donc, chaque année, il y a 20% d'augmentation naturelle organique. L'augmentation de l'offre bio en France, donc de la production, est de 10% par an. Autrement dit, le facteur limitant, ce n'est pas du tout le consommateur, c'est la production. Et on revient à votre question de tout à l'heure, pourquoi est-ce que la production ne suit pas? Parce que l'État n'investit pas. Parce que l'État ne planifie pas à moyen terme une vraie révolution dans le modèle agricole pour suivre la préconisation quand même du rapporteur de la FAO auprès de l'ONU, donc Olivier de Schutter, qui, après 10 ans d'enquête et de recherche, a conclu d'une phrase assez nette: l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution parce que sinon, on est dans une agriculture qui est délétère, qui détruit le vivant, la santé, les ressources naturelles, etc. Et qui coûte donc très cher. Donc, voilà, face à une agriculture qui, elle, régénère. Et donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'agriculture de régénération. Et j'invite vos auditeurs qui le souhaitent à regarder le film Kiss the Ground, qui est un documentaire paru sur Netflix récemment, mais que vous pouvez trouver ailleurs parce que je sais qu'ils l'ont mis en accès libre. Et c'est un documentaire qui explique très bien le rôle des sols. On n'en a pas trop parlé, mais le rôle des sols et le modèle agricole qui permettrait de les régénérer et donc de capter beaucoup de carbone et de faire partie, et d'être quasiment le principal levier de résolution du changement climatique. C'est ça qui est terrible. C'est que l'agriculture pourrait être notre principal allié pour résoudre les crises actuelles, les crises climatiques et écologiques, et elle est en fait un contributeur net énorme, puisque l'agriculture, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est ouf de savoir ça, que le seul moyen qu'on ait de capter du carbone, c'est la photosynthèse, c'est gratuit, c'est les arbres, c'est les plantes, et en fait, on arrache des haies. On s'en prive. Ouais. En France, on arrache encore des haies. Il faut imaginer ça. Hein. On arrache 11 000 km de haies par an en France, et on en replante 2500 km. Alors, c'est quand même très interpellant puis que je vois l'heure qui tourne, mais je voudrais que les questions puissent être posées. C'est très interpellant pour chacun parce que, alors finalement, ok, c'est bien d'aller acheter son produit bio, d'acheter local, de faire un peu attention, mais est-ce que le vrai levier pour que ça bouge, c'est pas le bulletin de vote, voire rentrer dans des collectifs de lobbying citoyen,
rejoindre la bascule, qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qui aurait le plus d'impact? Clairement, l'impact, c'est vu que le levier qui a la plus grosse amplitude, c'est la politique, c'est le levier politique. On voit très bien les dégâts que peuvent provoquer 4 ans, 5 ans, 6 ans d'un mandat à côté de la plaque. Et oui, le plus gros levier dont dispose le citoyen, c'est son bulletin de vote. Après, c'est un levier... Il faut qu'il y ait l'offre politique. Alors, voilà, donc du coup, voilà, donc, déjà, premier problème, c'est que c'est un levier qui est individuel, noyé dans le collectif, donc c'est un peu compliqué de voir que sa voix a pesé, sauf peut-être en Géorgie ou je ne sais pas où, mais en tout cas, on n'a pas voilà, c'est difficile pour les gens de s'investir beaucoup là-dessus. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas l'offre politique aujourd'hui, et que si on se retape le duel annoncé, qui était le même que la dernière fois, a priori, on va repartir dans la même histoire. Donc, il faut essayer de trouver une alternative, et c'est ce que des mouvements de lobbying, dont je fais partie, sont en train de préparer. On prépare 2022. On est beaucoup à dire on ne veut pas se laisser avoir et on ne veut pas rester les bras croisés, donc on va essayer quelque chose. Donc, quelque chose que les gens peuvent faire, et ce n'est pas juste voter en mai 2022, c'est nous suivre là, sur Facebook, suivre un petit peu ou sur LinkedIn. On va... Donc la bascule, hein, je répète pour ceux qui sont arrivés en retard. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à créer la bascule? Justement, après cet épisode du Conseil constitutionnel, je me suis dit, mais en fait, il n'y aura pas de transition écologique tant qu'il n'y aura pas eu de transition démocratique. Et on le voit, on ne peut mieux aujourd'hui avec la Convention citoyenne pour le climat. J'allais y venir, ouais. Pour laquelle le président s'était engagé. Enfin, je veux dire, il a fait une promesse. Et là, juste, non, c'est sans vergogne. Non, en fait, non, pas du tout. Non, je ne sais pas pourquoi. Alors, le projet de loi n'est pas encore sorti, puisqu'il est attendu fin janvier au Parlement, au Conseil des ministres, pardon, puis ensuite débattu au Parlement. Donc, on n'a pas encore les derniers arbitrages, pour être tout à fait juste sur la situation de la Convention climat, mais je sens que vous n'êtes pas très optimiste. Ben non, mais enfin, regardez, sur les SUV, ils ont déjà rehaussé le poids minimal à partir duquel il y aurait des taxes, etc. Ce qui fait que ça ne concerne plus que 2% du parc au lieu de 30%, enfin, au lieu de 20%, je ne sais plus. Mais donc, voilà, on voit bien que c'est détricoté, qui sont en train de le faire. Donc oui, on va continuer à peser. D'ailleurs, s'il vous plaît, signez la pétition. On en a besoin. Cyril Dion a lancé une pétition. Il faut absolument la relayer dans vos réseaux, s'il vous plaît. Ce serait très, très utile. On est 300 000 à l'avoir signé, mais à moins d'1 million, je pense que Macron, il n'entendra même pas. Donc voilà. Donc il y a un gros sujet, un gros enjeu politique, effectivement. Et pour revenir à quelque chose de plus accessible, parce que tout n'est pas dans 2022, tout n'est pas au niveau national, il y a des dynamiques de territoire qui sont en train de se mettre en place, des plans alimentaires territoriaux auxquels vous pouvez vous raccrocher, auxquels vous pouvez toquer Donc c'est quoi? C'est les mairies, c'est les départements, c'est les régions? C'est les communautés de communes, c'est les villes, il y a rarement au niveau de la région, mais parfois, voilà, c'est surtout les pays, les communautés de communes, essentiellement. Donc là, vous faites, il y a des sites qui réunissent tout, Terres en Ville, mon cousin qui y travaille d'ailleurs, Terres en Ville, et vous pouvez voir, je crois qu'ils référencent les plans alimentaires territoriaux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'aller avec votre collectivité territoriale, vous impliquer, comme vous vous souvenez peut-être du maire breton Daniel Cueff, qui a pris l'arrêté pour dire à moins de 150 mètres des habitations, il n'y a plus d'épandage de produits phyto. Et il tient plus ou moins, mais en gros, ils essayent de faire bouger les choses. Donc, c'est une manière de le faire. Et petite teasing, je ne dévoile rien, mais il y a un gros enjeu aussi pour 2022 qui sont les législatives. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des circonscriptions sur lesquelles on arrive à présenter des députables, c'est très moche, mais en gros, vous comprenez, des candidatures d'alliances qui soient des alliances de bon sens et qui permettent de gagner quelques circonscriptions. Un peu comme ça s'est fait aux États-Unis avec Ocasio-Cortez, mais je crois qu'on parle trop politique et pas assez alimentation. Et peut-être vraiment sur l'alimentation par rapport à son lieu de travail, puis après on laissera le temps aux questions, bien sûr. Par rapport à nos différents métiers, au fait qu'on a tous aussi de la restauration collective qui peut être un levier important. Et là, qu'est-ce que chacun peut essayer de faire pour faire bouger les lignes?
Juste sur la consommation, hein, si vous voulez prendre le truc le plus impactant que vous puissiez faire, c'est diviser par 2, par 3, par 4, par 10 votre consommation de viande. Vous pouvez même arrêter si vous voulez. Moi, j'ai arrêté du jour au lendemain, ça marche très bien et je n'ai pas de carence. Hein. Et j'adorais ça. J'adorais la charcuterie, j'adorais les burgers, etc. Mais voilà, il y a un moment où il faut réussir à… Donc voilà, ça c'est un truc que vous pouvez faire. Peut-être rappeler, je crois que le rapport Terra Nova qui avait été rendu récemment sur la viande disait qu'il faut diviser par 2, si on veut rester quand même dans des choses peut-être entendables par les gens, diviser par 2 notre consommation de viande d'ici dans les 20 prochaines années et faire évidemment faire au moins 60% de protéines animales. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est un seuil vraiment minimal. Bah, c'est minimal. Et puis, en fait, je vais juste vous retrouver un visuel. Je ne sais pas si j'arrive à le passer dans le truc là. Est-ce que ça marche? Mais le visuel de BL, ah non, ils ne veulent pas. BL Évolution. BL Évolution. Donc là, je suis devant l'image. C'est un rapport qui avait fait grand bruit et qui explique que sur l'alimentation, la consommation de viande doit passer de 90 kg à 25 kg par personne par an. Donc, c'est divisé par 4. Max, tu peux partager ton truc. Ah ouais? Tu crois que j'arriverai Maintenant, c'est possible. à le mettre là? Mais Non, ça peut être troublant pour les gens, puisqu'on a l'impression on sait qu'en 98, il y a eu un pic et qu'on a quand même diminué notre consommation de viande, mais en fait, on ne l'a pas diminué du tout dans les proportions qu'il faudrait, en fait. Enfin, et puis, on n'a pas vraiment diminué. On est quand même passé de… Enfin, on continue à augmenter. La viande rouge diminue un peu. Mais oui, mais le volaille augmente. Ouais. Et enfin, il faut imaginer qu'en France, enfin, on produit moins de 0,5% de nos porcs en bio, enfin, de notre consommation bio, elle vient de France. Enfin, je veux dire, il y a des trucs à… Enfin, bref. Bon, il faut qu'on laisse du temps aux questions. Jérôme, ouais. Peut-être je vous laisse relayer le plus de questions possible. Oui, nous avons un flot de questions qui est arrivé. 3 questions qui se ressemblent sur la capacité à nourrir la population mondiale avec ce type d'agriculture. Donc, est-ce qu'on arrivera à nourrir la population avec ce type d'agriculture? Quelqu'un nous dit que Cédric Rierenbach disait qu'il y avait 1 milliard de personnes qu'on pourrait nourrir avec la logique actuelle d'agriculture. Qu'en est-il de la permaculture, de l'agroécologie? Et quelqu'un dit aussi sur cette thématique, à quels ingrédients devons-nous renoncer en France? Est-ce qu'il existe quelque part une liste de non-courses? Donc ça, c'est ce premier bloc de questions. Deuxième question qui est liée à la gouvernance. Que faudrait-il pour que nos politiques et dirigeants puissent avoir le levier de changer les choses? Et peut-être troisième question, on fait par flot de 3 questions, la question de la formation et de la sensibilisation. Comment sensibiliser le plus grand nombre à ces questions? Et surtout, quid de la formation des agriculteurs aujourd'hui? Okay. Ça fait beaucoup de questions, je vais les prendre dans l'ordre. Et je vais vous envoyer j'ai tapé des petits liens, là, des références que vous allez pouvoir aller voir en même temps. Jacques Kapla a écrit un bouquin qui s'appelle « L'agriculture biologique pour nourrir le monde » et il montre à quel point on peut, sans souci, nourrir 9-10 milliards d'habitants avec l'agroécologie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Du reste, avec la moitié de ce que les Américains jettent chaque année, on annule le problème de malnutrition dans le monde. Donc, il y a une question aussi de gestion et de bon sens. Et donc, du coup, quelque chose qui pourrait être une forme de connivence entre l'État et le citoyen pour éviter ce genre de truc-là. Il n'y a aucun souci. Ce qui est sûr, c'est que si tout le monde avait le régime alimentaire d'un Français, ça ne passerait pas. Si tous les Chinois bouffaient 90 kg de viande par an, ça ne marcherait pas. Si les Indiens bouffaient 90 kg de viande, ça ne marcherait pas. Donc, là, aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, on tient, mais on sait que ce n'est pas généralisable. Et donc, il faut nécessairement, ça boucle sur la deuxième partie de la première question, c'est à quels aliments faut-il renoncer? La viande. Et les poissons, si vous voulez, qu'il reste quelque chose dans nos océans aussi, parce que on bute en France 3 milliards d'animaux. Oh, putain, c'est tellement énorme que on bute 3 milliards d'animaux par an, je crois. C'est terrible.
Je vous retrouve. Le bouquin qu'il faut lire, c'est Carnage de Jean-Marc Gansier. Ça fait très mal. Je vous le mets aussi. Et ça donne tous les chiffres. Et juste, c'est une folie, quoi. C'est une folie. Faut arrêter. Voilà, faut arrêter. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On bute les animaux à 10% de leur espérance de vie, quoi. C'est comme si vous butiez des enfants à 6 ans, quoi. Bref, je vais arrêter sur ça, mais il n'y a pas photo. C'est la viande qu'il faut arrêter. Il faut diminuer très largement. Je vous ai mis les références dont je parle. Et aussi pour savoir l'impact des aliments, vous avez des infos sur étiquetable, sur l'ADEME aussi. Et franchement, ça se trouve assez facilement. Il y a VVF qui a fait des super trucs, Oxfam également. Donc, vous avez pas mal de choses. Les deuxièmes questions, c'était quoi? Je ne me souviens plus. La troisième, c'est la sensibilisation. La deuxième, c'était… Oui. Que faudrait-il pour que nos politiques et dirigeants puissent avoir le levier de changer les choses? Donc, la question de la gouvernance, finalement. Comment faire pour qu'ils passent à l'acte, quoi? Je sais pas, on leur fournit toutes les études, on tire toutes les sonnettes d'alarme, on propose des mécanismes bons et ils ne le font pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il leur faut? Du courage, de l'audace, de la vision, du bon sens, de la sensibilité à autre chose qu'à leur pote plein d'argent. Enfin, bref, non, là, il y a une vraie déprime. Moi, je le porte lourd en ce moment, particulièrement parce que ça fait 8 mois que je travaille sur un projet d'agroforesterie que je suis en pourparlers avec l'Élysée depuis juin, avec le ministère de l'Agriculture, avec les cabinets, etc., avec le ministère de l'Écologie. Ça fait depuis juin que je suis en pourparlers, qui disent oui à chaque fois et qui ne répondent pas, qui mettent du temps. Je dois les relancer en permanence. Et hier, pour être tout à fait transparent, hier, je leur ai envoyé un petit ultimatum et je leur ai dit, voilà, si à la fin de la semaine, vous actionnez pas le truc, je vais le faire avec les collectivités territoriales ou je vais le faire avec un parti politique. Parce que si vous… Voilà, et donc du coup, je sais pas, il faut les plaquer contre le mur, mais regardez, on est 300, enfin, la Convention citoyenne, je veux dire, c'est déprimant, quoi. Enfin, vraiment, la politique, c'est déprimant. Et on n'a pas besoin d'être aux États-Unis pour que ce le soit, quoi. Donc, non, je ne sais pas. Il faut les plaquer contre le mur ou il faut les changer. Il faut les ringardiser, il faut leur foutre la honte. Mais regardez, même sur les trucs qui votent, où ils votent le jour, enfin, sur d'autres sujets, sur les sécurités, etc., ils votent, ou sur les retraites, ils passent des trucs à voter en douce, alors que ça flambe dehors. Enfin, bref, vous l'avez compris. La formation, Maxime, la formation peut-être des agriculteurs. Ouais. Du coup, j'en profite pour préciser la question. Des personnes disent oui, il ne faut pas confondre agroécologie et agriculture biologique. D'autres personnes nous disaient qu'est-ce que ça signifie agroécologie, puisque tout ce qui est bio ou permaculture, on voit agroécologie, parfois ça peut intégrer des glyphosates en termes d'autorisation, etc. Donc, quelle est une définition d'agroécologie quand on parle d'agroécologie? Voilà. Ouais. Toujours cette question de l'agriculture de conservation des sols. Donc, c'est une agriculture qui ne laboure plus. C'est super parce que le labour, c'était une connerie. Beaucoup de gens continuent à le faire. Il y a encore des concours de labour, il faut s'imaginer. Pourquoi c'est une connerie? Parce que ça défonce les mycorhizes du sol, ça retourne la terre et donc du coup les animaux qui sont à l'oxygène, anoxiques, pardon. Les animaux aérobies se retrouvent sous le sol et les animaux, la microfaune anaérobique se retrouve à l'air, donc tout meurt. Donc le labour, c'est une connerie. Et il y a l'agriculture de conservation des sols qui, depuis plusieurs années, arrive à ne plus labourer. Et le seul souci, qui n'est pas des moindres, c'est qu'une fois par an, de temps en temps, il faut nettoyer, c'est ce qu'ils appellent ça, nettoyer le champ, et donc ils passent un coup de glyphosate. Ça reste en des proportions faibles, ils essayent, parce que c'est des gens qui travaillent avec la vie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se revendiquent de l'appellation agroécologie, parce que l'agroécologie, ce serait quoi la définition? Ce serait une agriculture qui travaille avec les forces du vivant. Et en fait, si on compare l'agriculture conventionnelle, industrielle, chimique et l'agriculture de conservation des sols, il est clair que l'agriculture de conservation des sols protège plus parce qu'elle ne laboure pas, mais un peu, de temps en temps, elle a cette histoire de glyphosate et elle dit pour l'instant qu'elle n'a pas d'alternative. Okay. Donc, on est sur un débat un peu expert là-dessus, mais c'est important. Et donc, l'agroécologie, on va dire que c'est
un truc un peu large qui est travailler avec le vivant. L'agriculture bio, c'est un label, c'est une obligation de moyens. Donc, on dit on va respecter le cahier des charges, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation de résultat. Vous pouvez trouver des résidus si jamais l'agriculteur d'à côté a traité son champ au moment juste avant votre récolte. Et ben, bref, mais en tout cas, obligation de moyens. Et la permaculture, c'est plus large. La permaculture, c'est une philosophie. Nous, on dit que c'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. L'idée, c'est de prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, répartir équitablement les ressources pour que ça tienne dans le temps. Et donc voilà, donc la permaculture, c'est plus large. Et on pourrait imaginer que les politiques puissent faire de la permaculture. Puisque quel plus beau challenge pour un élu que de faire du territoire qu'il administre un écosystème humain équilibré. Ce serait vachement bien. Donc voilà. La formation, gros sujet évidemment. C'est pas simple de réformer ça et il faut rendre hommage à beaucoup d'établissements, de profs qui, malgré les programmes officiels, malgré la doxa qui est promue depuis longtemps, arrivent à sortir de ça et à aller vers de l'agroécologie vraiment inspirée, enfin vraiment solide, sérieuse. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? La recherche n'est pas financée en la matière. Pourquoi, au bout de 3 ans, on n'a pas d'alternative au glyphosate, hein? Enfin, parce qu'on n'a pas mis les sous pour ça. On met des sous pour développer des drones super incroyables qui vont tester les taux de machin exactement pour que l'arrosage goutte à goutte. Ça, on aime bien parce que c'est technophile. Ouais, super. Par contre, dans l'agriculture bio, dans l'agriculture du vivant, il y a peu de recherche, de fonds. Alors, tu parles de recherche, Maxime, de recherche. Il y a une personne justement qui pose la question, alors on revient un peu à la viande parce que tu en as beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu penses de la fabrication de viande de laboratoire à partir de ces huiles? Est-ce que c'est plutôt un espoir pour l'écologie ou une destruction de la culture agricole, des chimères, etc. C'est marrant parce que quand on anime la fresque du climat que certains connaissent parmi vous, pour les étudiants, ils nous posent cette question-là, parfois. Je suis en train de répondre à l'agriculture raisonnée et à l'agriculture de conservation. Excuse-moi, du coup, remets-moi juste, dis-moi un mot-clé. La viande de laboratoire. La viande de laboratoire. Je sais pas. Pourquoi? Enfin, what for? Pourquoi on en a besoin? Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas besoin de viande. Enfin, c'est faux. On n'a pas besoin de viande. On aime, on kiffe ça, c'est sûr, et on a du mal à s'en priver parce que oui, mais très bien, faites. Regardez juste le poids. Enfin, on va juste regarder l'empreinte écologique, si c'est valable, si c'est bon, si on va regarder les brevets. Moi, j'ai envie de regarder les brevets parce que j'imagine très bien le truc où derrière, on a des dictateurs qui arrivent et qui disent OK, maintenant on arrête de manger de la viande et seule la viande de laboratoire est autorisée. Qui va gagner, qui va devenir milliardaire avec ça? J'en sais rien. Il y a plein de questions à poser autour de ça. Et honnêtement, pour moi, c'est pas le sens de l'histoire. Moi, il faut qu'on aille vers du low-tech, vers quelque chose de sobre. Justement, sur le lien avec le low-tech, les investissements dont on parlait tout à l'heure, où l'État n'investit pas, ça pose la question des investisseurs qui ne sont pas forcément que publics, mais également privés. Quelqu'un pose la question justement, est-ce que du lobbying est fait auprès des investisseurs? Parce que si on n'arrive pas à démontrer qu'à long terme, une agriculture responsable est plus créatrice de valeur, les actifs investis vont plus se tourner vers les investissements responsables et franchement les entreprises accélérées. Mais c'est juste pas le cas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Économiquement, le système, il est fait pour avoir des grosses fermes qui s'endettent, qui font marcher la machine à croissance en achetant des tracteurs ici, des engrais là, etc. Et donc, du coup, ces modèles-là tiennent plus ou moins grâce à la PAC. Sans la PAC, 60% des fermes, elles ont un résultat courant négatif avant impôt. Donc, et la PAC va là-dessus. Et donc, comment ne pas... Ce que je vous disais, c'est qu'ils commencent, et c'est les petites lueurs d'espoir, c'est la ferme de Chambord, la ferme du Perche, etc., qui sont en train d'avoir quelques modèles. Mais, et figurez-vous que les gens qui sont derrière, c'est des investisseurs privés. Hein, c'est des gens qui y croient. Jean-Martin Fortier, au Québec, la ferme des 4 temps, qui fait 70 hectares, qui passe la permaculture à échelle, elle est financée par Thierry Desmarais, qui est un des plus grosses fortunes canadiennes, hein, et c'est un mec qui est dans le pétrole, etc. Donc oui, mais ça peut pas
se faire seul, il faut absolument, en parallèle, changer le modèle économique. Il n'y a pas le choix. Je vois qu'il est bientôt l'heure. Il y a juste des personnes qui indiquent qu'il ne faut peut-être pas trop stigmatiser les agriculteurs parce que certains font comme ils peuvent. Les marges de manœuvre sont peut-être pas si évidentes. Et donc, Bien sûr. par rapport au regard lié à ceux qui nous nourrissent finalement, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Non, mais clairement, on n'en veut pas aux agriculteurs. Moi, les agriculteurs, ils se sentent accusés parce qu'en fait, la société leur renvoie à la figure depuis quelques années que ce qu'ils font depuis des décennies est délétère, est nocif, empoisonne, etc. Et donc, du coup, ils prennent ça pour eux, forcément, mais ce n'est pas du tout le but de la dénonciation. La dénonciation, c'est le système. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut travailler avec les agriculteurs. Quand vous demandiez tout à l'heure, quand on demandait quel est pourquoi est-ce que ça ne se fait pas, la première chose que j'ai dit, c'est parce qu'on demande ça aux agriculteurs. On fait porter le risque et l'investissement sur les épaules de l'agriculteur. Et donc, ce n'est pas ça. Il ne faut surtout pas dire que c'est à lui. Il y a un moment où ça va. Ça fait des années qu'il paye les pots cassés d'une politique qui a été peut-être légitime en son temps, mais qui désormais a montré ses limites. Et donc, du coup, il faut absolument travailler avec eux. Le programme que je montais là sur l'agroforesterie, c'est justement avec les agriculteurs. Parce que je pense que l'agribashing, ce terme qui est très, très souvent repris par les syndicats, l'agribashing, il faut absolument que ça s'arrête. C'est comme les chasseurs et les écolos. Enfin, on ne peut pas tomber dans une société qui se polarise à ce point-là entre des travailleurs de la terre d'un côté voilà, qui pollueraient et de l'autre côté des bobos citadins qui n'y comprennent rien. Donc, il faut absolument réconcilier et je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus et voilà, parce que ça crée beaucoup de détresse aussi. Ce qui caractérise quelque chose qui est important chez les chrétiens, c'est l'espérance. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on s'attachait à dire quelles sont les raisons d'espérer et ensuite comment proposer aux quelques 115 personnes qui sont en ligne de passer à l'acte, à l'action, de faire des choses concrètes à leur niveau. Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il n'y aura pas une lueur d'espoir au niveau des députés européens? On sait que beaucoup de choses viennent de l'Europe sur les enjeux environnementaux depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Alors, ça fait le lien avec la PAC et peut-être que ce n'est pas la peine de replonger dedans. Voilà, quelles sont, peut-être pour terminer sur les quelques minutes qui restent, quelles sont les lueurs d'espoir, les traces d'espérance, même si elles sont fines, à t'entendre, c'est un peu ce que j'entends. Quelle est un peu peut-être la lumière au bout du tunnel ou le feu d'artifice, j'en sais rien. Et quelle to-do list un peu ou quelle boîte à outils on peut proposer aux personnes qui nous écoutent. La lueur d'espoir, c'est que la vie est belle. La vie est belle, quoi. Je veux dire, on regarde la nature, elle reprend ses droits. Dès on a vu ça pendant le premier confinement, c'était génial. Et on voit que c'est résilient. Et la lueur d'espoir, elle est qu'on est de plus en plus nombreux à être malheureux de voir la maison commune, comme l'appelle le pape François d'ailleurs dans l'encyclique, que la maison commune est si maltraitée. Et on est de plus en plus à se sentir touché intérieurement. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu l'encyclique, j'imagine que vous l'avez peut-être lu, mais il y a des moments où c'est presque païen, un petit peu. Il raconte des choses, il déifie presque la terre-mère, il parle de la rivière, et c'est rigolo. Enfin, rigolo, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas anodin que le pape personnifie presque, donne une valeur sentiment, je sais pas, d'amour, de beauté à la nature. Et en fait, moi, c'est ça la lueur d'espoir, c'est qu'à chaque fois, quand je vais pas bien, je regarde un arbre, quoi. Je regarde un arbre et puis c'est beau, ça marche, ça fonctionne. Et ce qui doit arriver arrivera. Il y a un proverbe chinois qui dit tu peux courir dans tous les sens, tu es excité, tout ça, la terre, elle tourne. Et peut-être que dans 100 ans, il n'y aura plus qu'un milliard d'humains. Peut-être que dans 200 ans, il n'y aura plus d'humains, j'en sais rien. Mais ce qui est là est beau. On est beaucoup à vibrer notre engagement au quotidien et à le vivre avec passion, avec amour, et du prochain et du vivant.
Et donc, du coup, moi, c'est ça ma lueur d'espoir, c'est que je pense que bon, ça va se passer. Ce qui doit arriver va arriver et on va essayer, nous, de mettre… Et je pense que c'est l'amour qui gagne et on est… Enfin, ça paraît bateau, hein, tout ce que je dis, et ça paraît peut-être illuminé, mais voilà, on n'envoie que de l'amour et c'est que comme ça que ça peut marcher. Je ne suis pas sûr que les black blocs, que les machins, que les fachos, que tout ça, que les gens qui soient en contre, dans la violence, dans la haine, aient quelque chose à proposer de très enthousiasmant. Donc voilà, je ne sais pas. J'essaye de trouver… Hein, moi, juste, c'est la mini-pub, mais Voilà. j'ai un bouquin qui s'appelle En avant et le sous-titre, c'est L'optimisme pour Cap. C'est chez Michel Lafon. L'optimisme pour Cap, pourquoi ? Parce que déjà, réussir à être optimiste, c'est un chemin en soi. C'est déjà compliqué de réussir à trouver la foi. C'est un terme qui doit vous parler. Et d'ailleurs, les chrétiens, les catholiques ont beaucoup ce tiraillement et c'est pas facile d'assumer. Je sais, moi j'étais dans un collège catholique et c'était vachement plus facile de ne pas assumer sa foi, etc. Et sur l'écologie, se dire que la tentation de la ruine est trop simple. C'est-à-dire que dire on va foutu pour foutu, voilà, tac, et puis c'est pas grave, et puis je m'en fous, je vais prendre de la viande aujourd'hui, et puis je vais me racheter une bagnole. C'est facile, c'est super facile. C'est beaucoup plus dur d'assumer le fait d'être optimiste. Et je dis l'optimisme pour Cap parce que justement, c'est la première étape pour derrière pouvoir dérouler quelque chose qui soit résilient à l'image de ce qu'on veut, c'est-à-dire beau, et voilà. Et pour que ça advienne, peut-être une ou deux invitations comme action concrète à poser dans sa vie. Invitation, je dis pas il faut faire, voilà, c'est… Je sais pas, moi les En trucs… termes alimentaires, peut-être Mais je vous l'ai déjà… Alimentaire, je vous l'ai déjà dit, hein, oui. la viande, outre la viande, c'est bio local de saison en direct, voilà, si vous pouvez, en vrac, ça fait pas mal, hein, bio local de saison en direct, si c'est direct, c'est local, en vrac. C'est pas mal. Et pas de viande, peu de viande. Non, vous renseignez, allez voir. Non, une bonne action, c'est trouver vos proches qui sont le plus éloignés de toutes ces considérations et aller leur mettre des cartouches dans la tête, aller changer leur logiciel, aller vous frotter à ça. Parce que c'est important, c'est un travail de fourmi et on n'y arrivera pas sans ce terreau citoyen. Donc voilà, non, après, voilà, moi, il y a d'autres trucs et c'est plus écologique, c'est sortir son argent des banques pourries. Nous, tu l'as dit, Jérôme, Bluebees, ça permet de prêter de l'argent. On livre 4 fois le livret A, 4 fois le taux du livret A et c'est pour des projets agroécologiques. Il y a plein de choses. Hein, ça, vous avez allez regarder. Julien Vidal, il a sorti un truc qui s'appelle 5 dépenses par mois. Vous avez plein de là, si vous vraiment vous voulez changer, c'est pas les infos qui manquent. Par contre, c'est souvent la vraie volonté. Et le pire du pire à changer, pour beaucoup de gens, hein, ça ne concerne qu'une faible part de la population malgré tout, mais c'est les gens auxquels on parle généralement, c'est l'avion. Moi, j'ai arrêté l'avion il y a 7 ans. Hein, ma femme est brésilienne, donc c'est pas simple. Elle y va, elle, mais pas moi. Mais l'avion, c'est compliqué. Alors là, c'est radical, c'est amiche, c'est tout ce que vous voulez. Et je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais si vous voulez être cohérent. Et en fait, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et là, on l'a redécouvert cet été. Mais c'est un bonheur de voyager en France, de prendre le temps. Je vois l'heure qui tourne, il est 21h05, on a commencé à 20h05. C'est la première conférence d'un cycle de conférences qu'on prévoit pour la préparation de notre congrès. À voir l'heure qui passe très rapidement et surtout le nombre de questions qu'il y a dans le chat, je pense que la prochaine fois, on proposera plutôt 1h30 qu'une heure. Ça entraînera moins de frustration. Il y a encore des questions là qui… Je peux essayer si tu veux. C'est compliqué, mais je ne peux pas les passer à la volée comme ça. C'est compliqué. Non, mais c'est juste, par exemple, là, qu'est-ce qu'on pense de Danone qui va communiquer au marché son résultat décarboné? Est-ce que ça peut être un modèle pour les autres et un encouragement à effectivement porter les investissements vers une agriculture sobre? Qu'est-ce qu'on pense de On parlait Danone? d'Emmanuel Faber, donc c'est lui dont il s'agit. On ne peut pas avoir une vision, c'est pas noir ou blanc, Danone. Ça vend de l'eau en bouteille, c'est quand même une folie. Et à côté de ça, ça ouvre son catalogue de bactéries lactiques, là, ou je ne sais plus quoi, là, de ferments lactiques.
Donc, ils font des choses bien, des choses moins bien. Le résultat décarboné, c'est intéressant. Le fait qu'ils soient entreprises à mission, qu'ils soient Bicorp et tout ça, c'est bien. Le problème, il est systémique. Hein, je veux dire, il y a un moment où Danone tout seul peut difficilement aller plus loin parce que vis-à-vis de ses concurrents, sinon elle est pliée. Et d'ailleurs, on voit, ils ont des résultats pas terribles. Hein, donc, du coup, c'est compliqué. Je ne veux pas juger et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on change les choses de l'intérieur, qui veulent être dans le cockpit pour détourner l'avion, quoi, et qui s'y essayent depuis longtemps. J'en parle un peu dans le bouquin. C'est aussi d'ailleurs un sujet, parce qu'il y a la grande distrib, il y a un sujet sur Carrefour. Il y a un chapitre, je veux dire, où je raconte un peu mon aventure avec Carrefour qui a commencé quand même assez violemment parce que je me suis pris en frontal le délégué 1000 personnes dans une conférence et il n'a pas du tout apprécié. Mais je ne lui disais que ce que je pensais et c'était d'être l'opinion partagée. Donc, s'il n'y a pas que les boîtes, c'est des méchants, les assos, c'est des gentils, il faut avoir tous son jardin parce que j'ai vu ça passer aussi. Ça ne marche pas, hein, chacun avoir son jardin. Ça ne fonctionne pas. Il y a un moment où il faut être réaliste. Donc, c'est bien, on peut viser. Hein. Moi, j'ai mon potager et si je suis autonome de 25% en légumes, c'est déjà bien, quoi. Pas sur les céréales, pas sur le reste. Ouais, c'est compliqué. Faut lire, faut se renseigner, faut rentrer dans la pensée complexe. Effectivement, j'ai vu parler de la fresque du climat. Allez voir la fresque du climat. Maxime, un très grand merci de nous avoir consacré 1h10 de ton temps. En pleine semaine. Les échanges sont très nombreux dans la rubrique du chat, donc un grand merci. Un grand merci également Marine qui a modéré avec cette conférence. Je vous invite à deux choses. La première, c'est à vous rendre sur le site Passeurs d'avenir, puisque vous l'avez compris, cette conférence est la première d'un cycle d'autres conférences qui s'inscrivent dans le cadre de la préparation de notre congrès national du MCC, du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants. Marine, vous avez quelque chose à ajouter peut-être ? Non, lisez la Croix, on traite de tous ces sujets. Sur la réponse de Faber après l'annonce de la suppression des emplois, il y avait plein de bons papiers. On essaye enfin voilà, moi aussi je fais ma petite autopromotion, mais c'est vrai que voilà, on fait partie, je pense, des journaux qui essayent, comme disait Maxime, de ne pas être trop dans la dichotomie, essayer de voir où on peut avoir des chemins communs, parce que ça ne se fera pas, dans ces ruptures, on le sait. Donc, on essaie de travailler ça. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un vaste sujet sur les médias. Ça pourrait être une de vos conférences aussi un jour. C'est comment, voilà, dans les médias, on endosse ça et avec toutes les difficultés que ça engendre. Mais non, voilà, et que je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante que ces conférences sur la transition. Donc, continuez, bravo. Et pour continuer à transmettre cet enthousiasme que Maxime nous a donné là sur la fin, je vous invite à allumer vos caméras pour montrer l'énergie que vous avez en vous.